Bernard, arrête de faire du bruit. Je bouge pas. Si, je t'ai entendu. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue. Vous êtes les bienvenus ce soir pour ce nouveau webinaire de Vous avec Bernard aux Bonsoir commandes Fred. et Bonsoir Gaël. Gaël ce soir qui va nous raconter plein de choses très très intéressantes, tout à fait passionnantes. On est ravis vraiment de ces rendez-vous parce que c'est un moment de partage, un moment d'échange, un moment de convivialité entre confrères. Et ça, c'est bien agréable dans ces périodes. Juste un petit mot technique pour ceux qui ne connaissent pas l'outil. Il vaut mieux être sur Google Chrome pour cette interface et être connecté en webinaire, n'importe quoi, en connexion filaire plutôt qu'en connexion Wi-Fi pour bénéficier de la meilleure bande passante. Voilà. Bernard, je te laisse la parole pour la présentation. Oui, la présentation. Donc ce soir, on va traiter des troubles de l'oralité chez le bébé avec Gaëlle Maléco. Alors, je suis obligé de lire, je suis désolé, mais elle a tellement fait de choses, cette femme, que donc elle est psychomotricienne, elle est praticienne du bilan sensorimoteur d'André Bullinger et formée à l'intégration sensorielle. Elle a donc travaillé 5 ans en structure médico-sociale auprès des enfants de 0 à 10 ans. Depuis maintenant 11 ans, elle exerce en tant que psychomotricienne à l'hôpital Necker Enfants Malades, dans le centre de référence des maladies rares, des troubles de la succion, déglutition congénitaux. Donc, son activité est axée sur l'évaluation, le traitement, puis l'orientation des bébés, des jeunes enfants présentant des troubles de l'oralité alimentaire, associés ou non à des maladies génétiques. Parallèlement, elle a aussi développé une activité de formation des professionnels autour de cette problématique. Elle intervient en congrès et en formation continue professionnelle. Elle a donc rejoint l'équipe Edelweiss pour l'animation des formations sur le portage physiologique, la prévention et le soutien à l'oralité alimentaire. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Gaël, tu peux maintenant nous parler, nous démontrer toutes tes connaissances. On est prêt à écouter. Merci beaucoup à Bernard et à Fred pour cette introduction, et puis merci à vous d'être présents ce soir pour qu'on échange ensemble sur ce qu'est les troubles de l'oralité alimentaire chez le bébé. Alors, c'est vrai que moi, je pourrais en parler pendant des heures. Nous n'avons que 30 minutes. Donc, voilà, je sais que ça soulève vraiment plein de choses. Donc, on va essayer de s'orienter d'abord sur quelques rappels de définition et puis peut-être se concentrer sur le tout petit bébé pour aujourd'hui, en accent vraiment sur quels sont les signes d'alerte qu'on va pouvoir repérer, nous, quand on va voir un enfant arriver en consultation ou quand on va du coup échanger avec les parents. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner comme conseil pratique tout de suite aux parents, et qu'est-ce qu'on va pouvoir un petit peu derrière chercher pour accentuer un petit peu l'évaluation. Donc l'oralité, oui. Vas-y, c'est parfait. Vas-y Gaël, on t'écoute. On est suspendu à tes lèvres. C'est ça. Donc l'oralité, c'est un terme qui est issu du vocabulaire psychanalytique au démarrage, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui l'emploient, en particulier en pédiatrie, puisque ça prend en compte toutes les fonctions dévolues à la bouche. Et donc, on parle d'oralité verbale pour tout ce qui va être langage, respiration, etc. On parle aussi d'oralité alimentaire, donc plus ce qui concerne l'alimentation avec ses bases à la fois sensorielles et physiologiques, la déglutition, etc. Donc, nous, on va s'axer un peu plus sur cette partie-là aujourd'hui. Et l'oralité, dans la partie physiologique, elle se décompose en gros en 2 périodes. Il y a la période d'oralité primaire, qui est une oralité réflexe du bébé, qui commence déjà in utero. In utero, le fœtus, dans le ventre de sa maman, il a des expériences de succion et de déglutition du liquide amniotique. Donc, ça lui donne une expérience sensorimotrice déjà fétale. Dès 28 semaines aux échographies, 28 semaines d'aménorrhée, on observe des mouvements de succion. Et dès 32 semaines d'aménorrhée, on observe une coordination in utero de la succion et de la déglutition. Donc, on voit déjà in utero, le fœtus s'exerce en fait à téter, à déglutir, et tout le système digestif se met déjà en place comme ça avant la naissance. À la naissance, du coup, cette oralité primaire, c'est la continuité de cette expérimentation sensorimotrice fétale. Et le bébé va avoir une oralité réflexe coordonnée par le tronc cérébral,
qui va lui permettre du coup de mettre en place la succion, la déglutition coordonnée à la respiration. Donc, on voit bien que nous, en tant que rééducateur, que ça soit psychomotricien, kiné, orthophoniste, même médecin, on va pas pouvoir apprendre à un bébé à téter. Parce que comme c'est une chose réflexe, on va pas pouvoir avoir des exercices rééducatifs, éducatifs auprès du bébé pour lui apprendre à téter. En revanche, on va pouvoir faciliter l'enclenchement de ce réflexe, faciliter l'engagement oral, l'engagement de sa succion. Voilà, aider à ce que ça soit un matériel plus adapté, une posture. Et c'est toute cette guidance parentale qui va permettre de faciliter la mise en place de cette succion primaire. Gaëlle, petite question avant ton préliminaire. Oui. Est-ce que certains troubles ou dysfonctions peuvent être décelés à l'échographie ou en intra-utérin? Alors, c'est très difficile parce que il n'y a pas, il y a rarement des signes pathognomoniques, qui sont spécifiques à ça. Avec les échographies, maintenant, on arrive à déceler, par exemple, des fentes palatines. Mais c'est pas à 100%. Là, je vois dans le service où je travaille, qui est le centre de référence du syndrome de Pierre-Robin, qui ont systématiquement une fente palatine, on va dire que c'est dans 50% des cas que ça a été vu in utero. Mais ça permet, en fait, on va repérer plutôt le menton en arrière avec du coup le profil du fœtus. Donc le fait qu'il y ait ce rétrognatisme va faire que l'échographe va un peu mieux regarder cette bouche. In utero, il y a d'autres signes qui vont être un petit peu évocateurs de difficultés de succion. Ça va être les hydramnios, parce que l'hydramnios, donc du coup, c'est un excès de liquide amniotique, c'est-à-dire que le liquide amniotique, il circule mal. Donc, il peut circuler mal pour diverses raisons. Ça peut être d'origine vasculaire, ça peut être d'origine digestive, mais ça peut être aussi que le fœtus tète difficilement, tète mal le liquide amniotique, et donc cette circulation, parce que le fœtus en fait il tète et déglutit, et puis il pisse, il tète, déglutit, il pisse in utero, et donc ça fait une circulation de tout ce liquide-là, et donc s'il y a une défaillance d'un côté ou d'un autre, ça va faire que le liquide amniotique circulera moins bien. Donc voilà, il peut y avoir des petites choses qui peuvent être évocatrices, mais on aura du mal en fait d'affirmer ça déjà en anténatal. À la naissance, du coup, s'il y a des difficultés, on va pouvoir rechercher et voir si du coup ça confirme en fait les difficultés qu'on observe là une fois le bébé présent. Ensuite, pour en revenir à la physiologie, quand l'enfant grandit, à partir de 4-5 mois, on va passer dans une motricité volontaire, à la fois pour l'oralité, mais pour le développement global. J'aime bien mettre en lien avec la maturation cérébrale, le fait que à partir de 4 mois, même un petit peu avant le bébé, c'est là qu'il commence à avoir des mouvements dirigés vers les objets, vouloir attraper les choses, se retourner, porter à sa bouche. Et là, on voit bien que c'est la partie plus noble du cerveau qui prend le dessus, ça va être le cortex. Et c'est pareil pour l'oralité. En fait, à partir de 4 mois, la langue va pouvoir entreprendre des mouvements volontaires organisés. Et c'est là que le bébé va commencer à un peu plus babiller. Et c'est là qu'on va commencer la diversification. Aujourd'hui, les recommandations, c'est de commencer la diversification vers 4 mois. On voit bien que c'est clairement en lien avec cette maturation-là. Donc, nous, aujourd'hui, on va un petit peu se concentrer, vu le temps qui nous est imparti, sur le tout début de la vie et voir comment on va pouvoir déceler ça. Donc, un bébé à la naissance, qu'est-ce qui va nous faire évoquer qu'il a des difficultés alimentaires, des troubles de l'oralité qui vont faire que, du coup, souvent, on va observer des troubles de la succion, en tout cas des troubles de coordination, succion, déglutition. Il y a plusieurs petits signes qui vont nous alarmer. Il y a d'un côté le niveau médical. Les bébés qui vont avoir du mal à avoir une
prise de poids suffisante, qui vont avoir du mal à rattraper leur poids de naissance, par exemple. On sait bien qu'à la naissance et à la maternité, tous les bébés prennent un petit peu de poids, mais quelques jours après la naissance, pouf, ils repartent sur une courbe ascendante. Et quand tout se passe bien, la courbe, elle est ascendante pour tout le temps. Ça va être des bébés qui vont prendre difficilement du poids, qui vont stagner. Ça va être aussi des bébés chez qui les parents vont avoir du mal à instaurer un rythme physiologique. Parce que souvent, la faim, le sommeil, tout ça, ça s'intrique. Et les bébés qui têtent mal, auront souvent des difficultés à s'endormir, des troubles de l'endormissement, soit qui feront très peu de sieste, soit qui, à l'inverse, dormiront tout le temps et ne se réveilleront pas parce que c'est l'heure de tétée. Donc, on voit que ça a un impact aussi au niveau du sommeil du bébé. Ce qui va aussi un petit peu être un des signes d'alerte, ça va être les bébés, quand ils tètent, on va observer, au niveau praxique, la bouche du bébé qui n'encercle pas la tétine. C'est-à-dire que normalement, les lèvres du bébé, elles occluent complètement la tétine ou le mamelon si la maman allaite, bien sûr. Et donc, ça va permettre, d'avoir une plus forte pression à aspiration lors de ces mouvements de succion. Et chez les bébés comme ça, on va pouvoir observer les bébés qui n'occluent pas totalement cette tétine, un écoulement labial. On va voir le lait qui coule. Donc, si c'est un petit peu, ça peut arriver, mais ce sont des bébés qu'on va voir vraiment avec le filet de lait quasiment en continu pendant leur effort de succion. Ça va être aussi des bébés qui têtent, et puis le temps passe, et en fait, on retire le biberon et ils ont bu 10 millilitres. Donc, ça va être des bébés qui vont téter pendant des durées très importantes. Il faut savoir qu'un bébé, quand tout va bien, il boit 90% de sa ration en moins de 10 minutes. Ah oui. Donc, en gros, en un quart d'heure, il a fini. Tous les bébés très longs, c'est évocateur de difficultés, quand même. Ouais. Alors là, se pose la question sur l'allaitement, comment on fait pour savoir. Donc normalement, si c'est l'équivalent d'un biberon, pour une maman allaitante, elle peut dire que dans les 15 premières minutes, normalement, son bébé a pris la totalité de 90% en tout cas de sa ration. C'est ça? Alors après, avec l'allaitement, ce qui va changer aussi, c'est comme il y a aussi tout l'effet de ce qui se passe chez la mère, la lactation, etc. Et du coup, c'est vrai que parfois, il faut un peu plus de temps pour ces bébés. Et puis en fait, chez le bébé qui allaite, en fait, les premiers efforts de succion vont être pour mettre en forme le mamelon. En fait, la durée des tétées en allaitement est plus importante quand même qu'au biberon, parce que ces mouvements-là de mise en forme du mamelon, le fait qu'on change aussi de sein pour équilibrer tout ça, donc tout ça en fait, ça fait qu'il y a des mouvements de succion qui ne sont pas tout de suite en fait producteurs nutritifs pour le bébé. Mais donc c'est vrai que quand ce sont des repas qui durent 3/4 d'heure, 1 heure chez des bébés de moins de 4 mois, c'est vraiment important de se poser la question. Pourquoi? Gaëlle, je continue dans la question. Est-ce que les bruits de succion, que ce soit au mamelon ou que ce soit à la tétine, sont importants? On entend très souvent des bébés déraper ou faire des bruits de glissement ou d'aspiration qui sont. Est-ce que c'est des signes qui peuvent nous alerter d'une mauvaise succion? C'est des signes, surtout quand ce sont des bruits très forts. C'est en fait on va avoir des bruits, par exemple, les bruits un petit peu atypiques comme ça, ou en tout cas qui doivent faire se questionner le thérapeute. Ça va être, par exemple, on va entendre des bruits d'arrière-gorge. Voilà, ou alors carrément un stridor. C'est-à-dire des bébés, quand ils têtent, ça majore en fait le fait que ça se collabe derrière. Donc ça veut dire une espèce de sifflement. C'est plus des... D'accord. Ouais. Ça, en fait, pendant le biberon, c'est évocateur en fait d'un carrefour ORL qui présente des difficultés à coordonner la succion, la déglutition et la respiration. Et un bébé, il faut se dire quand il tète,
comme je disais tout à l'heure, c'est le tronc cérébral. Donc, le tronc cérébral, il envoie un programme, on va dire, réflexe, pour mettre en place, en fait, cette coordination entre ces fonctions. Et du coup, en fait, il faut se dire que ce train de succion, donc coordination, succion, déglutition, respiration, en fait, le bébé, il tète, il déglutit, il respire. Il tète, il déglutit, il respire. Il faut se dire que c'est très, très, très rapide. Donc, en 1 seconde, le bébé, il fait déjà 3 trains, comme ça. Donc, c'est énormément rapide. Donc, si le bébé, par exemple, a une bronchiolite, donc a du mal à respirer pour une autre fonction, enfin, pour une autre raison, et ben, cette coordination-là, transitoirement, va être mise à mal. C'est pour ça que quand les bébés ont la bronchiolite, quand ils sont vraiment tout petits, ils tètent moins bien, transitoirement. Parce qu'en fait, ils préfèrent s'économiser pour respirer et ventiler. Pareil, les bébés qui naissent avec une cardiopathie congénitale. Ces bébés-là, en fait, ils vont avoir du mal à suivre cette cadence respiratoire. Donc, c'est souvent des bébés qui vont s'essouffler, qui vont essayer quand même de se nourrir, mais qui vont être plus à risque de fausse route parce qu'à un moment donné, ils n'arriveront plus à coordonner au même rythme leur respiration avec la succion-déglutition. Donc, c'est des bébés souvent qui, en plus de demander plus d'énergie par leur cardiopathie, ont aussi des difficultés à mettre en place ces coordinations-là. Est-ce que ces soucis peuvent arriver dès le début? Parce qu'on a une question des évaluations faites par les sages-femmes. Je suppose que ça veut dire, en fait, à la maternité. Est-ce que dès la maternité, les sages-femmes peuvent alerter les parents en leur disant attention, votre enfant, on n'est pas sûr qu'il allait bien, qu'il tète bien, pardon, il peut y avoir des petits soucis. Est-ce que c'est dès ce moment-là qu'on peut arriver à déceler ces soucis? Oui. Ça peut être quand c'est vraiment des troubles de la succion, donc vraiment pour les bébés qui ont moins de 4 mois, sont des choses qui sont présentes souvent dès la naissance. Et donc, il y a souvent une petite phase de lune de miel où on se dit que ça va, qui régresse ensuite. Donc, c'est vrai que pour ceux qui ont des difficultés à la maternité, à rattraper le poids de naissance, à prendre du poids, à mettre en place cette succion, et ben ça va être des bébés, et ça va être intéressant de pouvoir réévaluer un petit peu plus tard, voir comment ils ont pu s'inscrire, parce que ça peut être des bébés fatigués aussi par la naissance, qui du coup en fait ont du mal un petit peu à se mobiliser à ce moment-là, mais qui n'ont pas de troubles majeurs. En revanche, ça peut être un signe. Donc, c'est important d'être vigilant. Et puis, mine de rien, là, on était très centré sur le bébé. Mais pour la maman, à la maternité, avoir un bébé avec qui elle rencontre des difficultés à le mettre au sein ou à le mettre en place la nourriture par le biberon, et ben ça va un petit peu la fragiliser avec la construction de sa personnalité, la mise en place de l'attachement avec ce bébé, ça va beaucoup la remettre en question elle. Donc c'est important aussi de pouvoir revoir cette dyade et voir comment ils ont pu mettre en place et trouver leur solution ensemble. Gaëlle, est-ce que tu peux nous rappeler juste pour information à la naissance, le bébé perd un tout petit peu de son poids, ce qui est assez relativement physiologique. Je crois qu'il ne faut pas dépasser les 10%, c'est ça, sauf erreur de ma part. Et à partir de quand on doit s'inquiéter de cette perte de poids? Quand elle continue, à partir de quand? C'est 1 jour, 2 jours, 6 jours, 10 jours, 3 semaines? Souvent, maintenant, les bébés ils sortent à J3, on va dire, de la maternité. Ils ont rattrapé ou ils sont sur le point de rattraper leur point de naissance. Donc, on va dire que à 1 semaine, c'est bien qu'ils aient rattrapé. Dernier délai. Ils n'ont pas rattrapé à 1 semaine. Et ben, de toute façon, il y a une consultation médicale obligatoire à 1 semaine. Et donc là, le pédiatre, c'est vraiment lui aussi qui est garant aussi de cette prise de poids. Il va pouvoir ensuite être vigilant sur ces aspects-là. Ce qui est important aussi à rappeler, c'est que le bébé à la naissance, donc comme disait déjà in utero, il s'est exercé à la mise en place de cette fonction sensorimotrice, mais il a aussi des compétences en fait réflexes. Voilà. Et donc tout comme on va observer la marche automatique, le réflexe de Moro, il y a des réflexes oraux et il est important en fait de pouvoir évaluer si on se pose des questions par rapport justement à la tonicité lors de la prise en bouche de la tétine ou du mamelon, ou si on observe un écoulement comme ça labial, c'est important de pouvoir
évaluer ces réflexes-là. Donc, on va dire quelques-uns pour pouvoir rappeler. Il y a par exemple le réflexe de fouissement. Le réflexe de fouissement, c'est le réflexe qu'on observe quand le bébé cherche en fait le sein de sa maman. On voit, c'est présent chez tous les mammifères. En fait, c'est ce comportement comme ça de recherche du bébé. Et ben, si on le stimule avec le doigt, donc je me rapproche un petit peu pour que tout le monde voit. Hop. Si on le stimule en partant de l'oreille et tout doucement en appuyant suffisamment, on va pouvoir observer le bébé qui s'oriente. On va voir une rotation de la tête avec une ouverture de bouche. Et même, comme à cet âge-là, en fait, il n'y a pas encore de dissociation importante entre la langue et la bouche, la langue va partir vers la zone stimulée. Donc, c'est vraiment un mouvement très lent qui peut se faire soit avec le doigt, soit avec un petit coton-tige où il faut compter 5-7 secondes pour que vraiment ça soit lent et que le bébé puisse s'organiser. On va avoir un comportement d'orientation à la fois d'un côté, mais si on le fait de l'autre, c'est important aussi de l'observer de l'autre côté. Et donc ça, c'est vraiment important parce que ça montre en fait l'investissement de cette zone-là, le fait si le bébé se mobilise pour ça. Un autre des réflexes, ça va être le réflexe de Hooker. Le réflexe de Hooker, c'est le réflexe qu'on voit quand on approche en fait le doigt ou le biberon. En fait, quand on prend un biberon, pour donner l'exemple, de la bouche du bébé, quand les bébés vont bien, la réponse qu'on va observer, c'est qu'ils vont ouvrir cette bouche en anticipation. Et donc, si on fait rien que ça, quand le bébé nous regarde vers nous, si on fait rien que ça, en touchant sa lèvre inférieure, on va observer une ouverture par anticipation et une sortie de langue chez les bébés. Et donc, tout ça, ça permet d'avoir une petite évaluation de ses compétences orales au niveau réflexe et de voir du coup comment cette langue arrive à se mobiliser de façon latérale, vers aussi en antérieur. Et donc, ça permet vraiment d'amener quelque chose tranquillement au niveau de Excuse-moi, le premier réflexe, le réflexe de fouissement, là, le petit réflexe, donc c'est une stimulation du trijumeau, j'imagine. Oui. Et donc c'est 5-7 secondes. Oui. On fait un tout petit trait tiré cutané tout doucement, c'est ça? Oui. C'est très léger. Et ça doit être symétrique, hein? Nous sommes d'accord. Oui, c'est ça, symétrique. Ça doit être symétrique à cet âge-là. Et c'est important d'observer justement, c'est s'il existe des asymétries, bien sûr. Ça va par exemple être observé très tôt chez les bébés qui présentent un torticolis ou une plagiocéphalie, parce qu'on va voir que du coup, ils auront parfois rapidement, malheureusement, des difficultés à s'orienter de manière symétrique des deux côtés. Donc là, je sais pas si les personnes qui s'intéressent à approfondir, Bérangère avait fait un webinaire top sur les plagios et les torticolis. Donc, du coup, on va pouvoir voir des asymétries déjà. Donc, c'est important d'avoir ça en tête parce que dans tout ce qui est investissement de l'oralité, c'est important pour le bébé de pouvoir explorer vraiment les deux côtés. Parce qu'après, quand on va arriver vers la motricité volontaire, l'oralité secondaire, la diversification, on va voir que le bol alimentaire change régulièrement de côté. L'utilisation des mouvements latéraux de la langue est très importante dans ce deuxième versant. Donc, c'est déjà important de pouvoir l'évaluer dans cette première période. Alors, ce qui est super, c'est qu'il y a le chat à côté et tout le monde intervient et répond. On a Bérangère, on a Kaina, on a pas mal de personnes qui répondent aux questions. Donc, on remercie le chat d'être aussi actif et proactif surtout. Alors, c'est le réflexe de Hooker, effectivement. Et c'est la question était à quel moment ce réflexe disparaît, et on corrige en disant non, c'est pas une disparition, c'est une acquisition de ce réflexe, donc de cette physiologie d'une certaine manière. Ok. Exactement. Je reviens sur, il y a beaucoup de questions qui parlent des tétines, quel type de tétine à conseiller, à proscrire, etc. Mais je sais que tu vas en parler plus tard. Oui. Donc voilà. Ça permet de revenir plus tard. Donc c'est bien. Ça permet de faire la transition. Un des autres signes d'alerte de difficulté, ça va être quand les parents vous disent on a acheté 10 tétines différentes, il n'y en a aucune qui marche. En fait, sont des parents qui du coup
essayent tout ce qu'ils peuvent. Et donc, c'est vrai que en parapharmacie, dans les supermarchés, on trouve plein de sortes de tétines de toutes formes différentes, avec toutes des vertus, en tout cas commerciales, très intéressantes. Donc, souvent, on se retrouve avec des parents qui ont essayé plein de choses, rien ne va. Mais surtout, ça fait que le bébé, aussi, il a exploré lui-même plein de choses et il n'a pas réussi à s'accrocher ou à trouver qui lui convenait le mieux. Et c'est important de pouvoir, dans ces cas-là, évaluer avec les parents quand on les reçoit, c'est de concrètement leur dire, venez avec votre biberon, on va observer avec vous comment est la tétine par rapport à votre bébé, comment il se mobilise autour, etc. Toutes les tétines sont différentes. On a l'impression qu'elles se ressemblent beaucoup, mais elles sont toutes différentes. Donc là, j'en ai pris quelques-unes, vraiment pas beaucoup parce que j'aurais pu en avoir une vingtaine, mais déjà pour montrer un petit peu les différences. Alors, on parle de tétine de biberon, là, on parle pas de tétine totote. Oui, exactement. Ouais, je parle des biberons, des tétines vraiment pour mettre au biberon avec des vertus alimentaires, du coup. Là, par exemple, juste pour faire trois différences vraiment importantes à évaluer quand on observe, en fait, quand on veut guider les parents. Là, par exemple, on va voir que c'est donc 2 biberons avec… je pose le bébé, ça va être plus simple. Ah, c'est un faux, il ne va pas tomber. Et combien même. Voilà. Donc, si on compare ces 2 tétines, par exemple, donc on voit que la matière est la même parce que c'est en silicone. On voit que c'est des tétines, je ne sais pas si… Si on voit bien. Voilà, où on voit des petits chiffres, en fait, devant. Sont toutes les 2, en fait, des tétines à vitesse. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, quand on donne le biberon au bébé, pouvoir changer la vitesse en fonction de l'épaisseur du lait, du comportement du bébé. Donc, ça, elles sont identiques. La grosse différence, c'est la taille. On voit bien que du coup, cette tétine-là est beaucoup plus petite que celle-là, à la fois dans la largeur et à la fois dans la longueur. Donc, pour de toutes petites bouches, par exemple des bébés qui sont nés prématurément, partir sur des tétines très grandes vont les mettre en difficulté et vont surtout, en fait, être beaucoup plus profonds en bouche et peut-être, sans doute, vraisemblablement, appuyer sur des zones réflexogènes. On va avoir un réflexe nauséeux très important et donc des bébés qui vont s'opposer ensuite à la mise en bouche de la tétine. C'est le bébé qui va repousser avec sa langue, qui va repousser la tétine et le biberon avec sa langue, c'est ça? Avec un gros haut-le-cœur qui peut aller jusqu'au vomissement même. Il y a certains bébés qui, du coup, développent un hyper-nauséeux tellement important que ça engendre des vomissements importants. Etc. Bien que la zone du réflexe nauséeux se trouve un petit peu loin quand même, normalement. Normal, c'est ça. C'est le réflexe nauséeux, c'est quelque chose de physiologique qui est normal, que tout le monde a, et heureusement, parce que c'est ça qui nous protège quand même les voies aériennes supérieures. En revanche, chez certains bébés, le fait d'avoir ces troubles de l'oralité vont faire avancer ce réflexe nauséeux. Et il y en a certains qui développent un réflexe nauséeux rien que le fait de toucher leurs lèvres. On va observer rien que le fait de toucher leurs lèvres, ça va provoquer chez eux ce gros réflexe nauséeux qu'on retrouve normalement qu'en arrière. Et donc, ça va être très important justement de pouvoir adapter la taille et la profondeur de la tétine en fonction de ça. L'autre grosse différence qu'on peut trouver et qui, je trouve, est très importante et qu'on pense rarement, c'est où va se trouver le trou de la tétine. Là, classiquement, dans la plupart des tétines, le trou, il se trouve au bout. On voit que le lait va du coup sortir. Donc, le bébé va téter comme ça. Le lait va sortir comme ça. Il y a certaines tétines, donc souvent ce sont des tétines qui ont des formes comme ça, qu'ils appellent formes physiologiques, alors que c'est pas plus physiologique, même si c'est moins physiologique que d'autres. Bref, vont savoir cette forme. Non, mais c'est important ce que tu dis, parce que c'est pas parce que ça s'appelle physiologique que ça l'est plus que d'autres. Oui, ça, c'est important. Hein. Voilà. Mais maintenant, en fait, tous les biberons ont une forme physiologique. Enfin, toutes les tétines des biberons ont une forme physiologique. Ils ont aussi un truc anticolique. Enfin, ils mettent plein de vertus commerciales, mais c'est pas pour autant que ça fonctionne aussi bien que ce qu'on veut l'entendre. Et donc, chez ces tétines-là, on va voir le trou, il se trouve pas devant. Il se trouve au-dessus. Là, je sais pas si on voit bien. Voilà, il se trouve là. Et donc, le bébé, quand il tète, le lait, pouf, il va vers le haut.
Alors là, par exemple, c'est catastrophique pour les bébés qui ont une fente parce que ça va directement, en fait, dans la fente palatine et donc vers le haut. C'est aussi très compliqué pour les bébés qui ont un palais ogival. Le palais ogival, c'est le bébé enfin, c'est le palais, en fait, quand on fait téter notre doigt au bébé, on va sentir un creux. Voilà. Plutôt que de sentir vraiment une forme de palais assez lisse et droit, on va sentir vraiment quelque chose comme une ogive très, très creusée. Et donc, chez ces bébés-là, c'est vraiment aussi un signe de difficulté de soutien anténatal avec la langue qui, du coup, a moins tété. Et donc, c'est pareil, ce type de tétine va être très compliqué à gérer pour eux. L'autre grosse différence, donc là, qui est très visible quand on doit, en fait, observer les tétines, ça va être leur matière. Et donc, il y a des bébés qui vont être très sensibles à la matière parce que du coup, au niveau de la texture, en fait, à la mise en bouche, ils vont être plus à l'aise avec du caoutchouc ou alors avec du silicone. Ça va être très en lien si ce sont des bébés qui ont été allaités ou non. Parce que du coup, c'est vrai qu'ils vont rechercher quelque chose qui, leur rappelle en fait cette expérience d'allaitement. C'est aussi très important d'avoir en tête que au-delà des aspects tactiles, au niveau du matériau, le silicone sera plus dur que le caoutchouc. Le caoutchouc, en fait, se ramollit très vite. Donc, pour les bébés qui ont une succion faible, qui ont des difficultés au niveau de l'aspiration, au niveau de la succion, avec la même force sur une tétine, donc une en silicone ou une en caoutchouc, on va voir qu'ils auront beaucoup plus de résultats avec une en caoutchouc qui sera très molle et donc ils auront un écoulement de lait plus important avec une tétine en caoutchouc plutôt qu'avec un silicone. Donc tous les bébés qui ont des difficultés à téter parce que leur succion est faible, c'est bien de pouvoir essayer d'avoir une tétine en caoutchouc parce que du coup, leur efficacité sera meilleure. Alors justement, Kathleen rebondit sur cela en disant, est-ce qu'ils préfèrent donc le caoutchouc s'ils ont connu l'allaitement ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce qu'ils auront plus de facilité lors de la transition à l'arrêt de l'allaitement à passer au biberon en caoutchouc ou en silicone, ou bien c'est égal? C'est très variable d'un bébé à l'autre. Il y a beaucoup de choses, enfin, il n'y a pas encore de choses très tranchées, en fait, parce que il y a des bébés qui, le caoutchouc, vont vraiment les répugner parce qu'il y a aussi l'aspect olfactif, mine de rien, du caoutchouc qui peut être assez fort au départ. Et on parlait tout à l'heure des premières expériences in utero du fœtus par rapport à l'oralité. La chose aussi dont on est sûr maintenant, avec toutes les recherches qui ont été faites par Benoît Châle ou Luc Marié, c'est que in utero, le fœtus, il a une exploration maximale au niveau olfactif. Et il va vraiment se diriger vers des odeurs soit dont il a eu une expérience un peu in utero ou qui se rapprochent, soit des odeurs qui vont plus vers la neutralité ou du sucré. Et l'odeur du caoutchouc, qui est assez forte, peut en répugner certains. Mais au niveau de la texture, souvent, ils s'orientent bien vers le caoutchouc. Donc voilà, ça dépend aussi du tempérament de chaque bébé. Y a-t-il des allergies aux tétines? Te demande Vincent. Toutes les allergies sont possibles, quoi qu'il arrive. On peut être allergique à tout le moment, et donc oui, c'est possible. C'est sans doute possible. Moi, dans ma pratique, j'en ai pas vu. Mais c'est vrai que c'est possible. Mais dans ces cas-là, souvent, ils sont pas allergiques à toutes les tétines. Ils sont allergiques, soit aussi au caoutchouc. Et donc là, on voit assez vite parce que. Ouais. Avant de passer au sujet suivant, enfin à la suite de ton propos, quels seraient les conseils que tu donnerais justement en transition? C'est-à-dire là, on a un petit bébé qui a allaité et il doit passer au biberon. Quels seraient les conseils pour des bébés qui auraient des difficultés à la transition? Alors, on sait qu'il y a des difficultés affectives. Ça, c'est lié principalement, sauf erreur de ma part, à la maman qui a du mal à se détacher, mais il y a aussi des transitions techniques de matériaux. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner en quelques mots? Sachant que souvent, en fait, les difficultés, on pense souvent à la maman difficulté à se détacher, c'est aussi vrai de la part du bébé. C'est-à-dire que souvent, en fait, c'est vraiment
une dyade. Et donc, parfois, quand il y a des grosses difficultés de sevrage comme ça de l'allaitement et de transition vers autre chose, c'est qu'il y a une petite fragilité aussi du côté du bébé. Et ça, c'est important aussi pour ces mamans de l'entendre parce que du coup, on remet vraiment plus leur interaction et du coup le fait que ça soit un écho entre eux, un miroir émotionnel et non pas forcément uniquement une personne ou l'autre. Et ce qui peut aider déjà, c'est essayer d'analyser ce qui est difficile, dans le sens où est-ce que c'est la mise en bouche? Justement, on parlait tout à l'heure des mises en bouche qui provoquent des réflexes nauséeux. Si c'est vraiment cette mise en bouche de la tétine, le bébé qui s'y retrouve pas, est-ce que s'il a 4 mois, est-ce qu'on peut pas lui proposer la cuillère? Donc pas forcément passer dans un premier temps par l'étape biberon et faire une transition d'abord avec le début de la diversification. Même si les bébés ont encore besoin d'énormément de lait, on peut épaissir le lait de mère si elle continue à tirer son lait, ou alors le lait industriel avec des petites céréales. Et donc pour pouvoir donner comme ça à la cuillère, et donc ça permet d'avoir une autre manière de donner et pas avoir uniquement le biberon. Ça va être aussi une autre solution, que dans un premier temps, ça soit pas la maman qui donne, mais ça soit quelqu'un d'autre qui donne le biberon. Parce que du coup, dans les bras de sa maman, le bébé, avec l'odeur de sa mère, les habitudes, cette relation privilégiée qu'il avait pendant l'allaitement, ça va être difficile aussi pour lui de se dire, j'ai plus droit à la même chose, pourtant je l'ai sous la main. Donc ça va être aussi, on dit que la maman passe le relais, c'est aussi le bébé apprend que ça soit quelqu'un d'autre, une autre tonicité, un autre portage, et donc c'est lui aussi qui doit retrouver ses marques auprès de quelqu'un d'autre. Après il y a aussi des laits, mine de rien que maintenant on fait, qui sont plus des laits de transition à l'allaitement et qui du coup sont faits pour ça. Alors on va peut-être passer à la suite. Voilà. Parce que ça avance le temps. C'est absolument passionnant. Alors peut-être la façon de porter, enfin de positionner le bébé pour un allaitement dans 2 ou 3 conditions habituelles. C'est ça, ouais. Juste aussi un des autres messages que je voulais faire passer par le webinaire, c'est que souvent, on dit que le biberon, donc il y a la tétine, il y a le biberon, il y a le lait, mais mine de rien, et nous on le sait d'autant plus en tant que kiné, ostéopathe, psychomotricien, sage-femme, que la manière dont on va porter le bébé, c'est fondamental. Et c'est fondamental pour le bébé, la manière dont il va être tenu, c'est fondamental aussi pour le porteur, comment lui va trouver des appuis qui vont faire que du coup, ce binôme va pouvoir être disponible pour ce moment d'échange et de nourrissage. Et donc, c'est vrai que là, par exemple, donc je recule un petit peu, hop, j'ai fait exprès de me mettre sur une chaise parce que souvent, les parents, en fait, ils arrivent pour montrer et dire pas de problème, je donne. Et puis, en fait, ils se mettent tout devant la chaise. Ça ne tombe pas, fais attention. Ouais, tout devant la chaise, je ne sais pas si on va bien voir. Et ils sont comme ça. Et on voit que du coup, Gaëlle, le biberon est vide. Le biberon est vide. Non, mais enfin bon, je préfère te le préciser parce que parfois tu es distraite. Bon, ok. Très crispé. Partout, hein, donc, mais voilà, donc on voit des parents qui se mettent comme ça et qu'on leur demande mais installez-vous mieux et tout, ils disent mais chez moi c'est comme ça, et puis même je lui donne en marchant, en versant, et on voit bien que du coup ils n'arrivent pas à se poser aussi, donc c'est difficile en fait pour eux. Donc une des premières choses, c'est s'adosser. Donc là, vraiment bien s'adosser pour avoir un bon appui dos. Et l'autre chose là qu'il faut pas oublier, c'est que mine de rien, les parents disent c'est bon, il est très léger mon bébé. Oui, mais mon bras là, il a beau être très léger le bébé, au bout d'un moment, déjà le bébé, on espère qu'il va prendre du poids, mais c'est surtout que en tant que porteur, ça dure un quart d'heure, je fatigue. Et donc si je fatigue, j'ai beaucoup plus de tension, et du coup ça, bien sûr, avec tout ce qui va être dialogue tonique, ça va être diffusé au bébé, qui va
pas réussir à se détendre pendant ce moment-là. Donc, ce qui est fondamental, quand on essaie de guider les parents comme ça vers leur propre positionnement pour l'alimentation ou l'allaitement, c'est de se dire, il faut que vous ayez un appui dos, il faut que vous ayez des accoudoirs. Et ça, c'est hyper important. Un accoudoir, ça va être un fauteuil, mais ça peut être aussi tout simplement des coussins. Coussins d'allaitement s'ils en ont. Et sinon, hop, on prend un petit tas de coussins et rien que ça, ça change tout. Parce que du coup, et si on veut encore mieux, on croise la petite jambe parce que là, qu'est-ce qu'on a? L'enroulement du bassin. Et ça, c'est fondamental aussi pour avoir une tétée et une succion qui s'enclenche bien. C'est-à-dire que le bébé soit en enroulement, le porteur avec du coup les coussins pour du coup être disponible dans cette interaction. Et donc ensuite, l'autre petite astuce, si ce sont des bébés qui du coup ont tendance à vite s'endormir au biberon, à être moins vigilants, ça va être qu'on va finalement essayer de pas forcément les nourrir très allongés. On va les mettre en position un peu semi-assise en étant vigilant, comme je disais juste avant, à l'enroulement du bassin. Mais du coup, avec ce porté un peu plus tonique, le bébé aura moins tendance, en fait, à se lever et à s'endormir contre la personne qui lui donne à manger. Il y aura un état de vigilance qui sera maintenu un peu plus longtemps. Et donc, du coup, cette succion un peu plus active, un peu plus longtemps. Voilà, donc là, c'est vraiment les messages vraiment clés que je trouvais important à faire passer. Vraiment veiller à l'enroulement du bébé, au bon positionnement du porteur avec l'accoudoir, l'accoudo. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver quand on nourrit au biberon. C'est la même chose qu'on retrouve dans l'allaitement maternel. Parce que l'allaitement maternel, si on observe une maman, voilà, comme ça, le coussin, hop, quand on met le bébé au sein, on recherche aussi cet enroulement du bassin, cette, du coup, position d'appui au niveau du porteur, l'appui dos, et voilà. Donc, on voit que mine de rien, que ça soit à l'allaitement au sein ou au biberon, les choses essentielles, c'est de veiller aux appuis de la personne qui donne à manger, à l'enroulement du bébé. Et donc, du coup, comme ça va faciliter l'enclenchement des choses. Il y a des bébés qui, du coup, quand ils têtent, poussent en arrière. Déjà, le fait de partir en arrière, ça ouvre les voies aériennes supérieures. Donc, ça va être des bébés qui vont être plus à risque de cafouiller et de faire des fausses routes. Et ça signe chez eux quand même des difficultés dans ce moment-là. Et donc, c'est important de pouvoir comprendre, analyser ce qu'il en est. Ça peut être des troubles de déglutition, ça peut être des troubles digestifs qui, du coup, en fait, font qu'ils s'arc-boutent comme ça. Et donc, c'est important de pouvoir investiguer tous ces champs-là. Kaina te suggère aussi le petit réhausseur de pied pour être encore plus confortable. Oui, mais enfin, il y a énormément de suggestions, effectivement, c'est juste quelques approches. Ouais. Bernard, des questions? Non, j'avais une question sur les sucettes, savoir si elles ont un impact aussi sur la mâchoire, à partir de quel âge elles peuvent avoir surtout un impact sur la mâchoire. Parce qu'on sait tous qu'elles ont un impact, mais à partir de quel âge? Alors déjà, tétine ou pas tétine? Voilà, déjà. Alors déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est au-delà on va dire, de la bataille tétine ou pas tétine, investir la zone orale avec des vertus non alimentaires, oui. C'est-à-dire qu'un bébé, c'est fondamental qu'il puisse mettre ses mains en bouche, les objets en bouche. Ça va à la fois avoir des vertus pour lui au niveau de l'investissement spatial des objets. Ça va lui permettre d'avoir ses premières expériences de reliement des mains, c'est-à-dire les mains droite et gauche vont se relier autour de l'objet pour le porter en bouche. Et surtout, quand ils sont tout bébés, comme les bébés dont on parlait pendant tout ce webinaire, ça va avoir des vertus d'auto-apaisement. Parce que du coup, le fait de porter les mains en bouche ou de téter, ça les met dans une position plus de regroupement corporel et c'est quelque chose qu'ils ont besoin
pour se détendre, se rassurer. Ça fait écho à tout leur passé anténatal, bien sûr, in utero, mais aussi, mine de rien, l'enroulement, même nous en tant qu'adultes, hein, quand on veut se détendre, eh ben, on se met sur le canapé et on se met, pouf, comme ça, tout en boule. Et donc, c'est vraiment important de se dire que ce schéma d'enroulement, avec cette succion non nutritive, il est favorisé. Donc, tétine ou pas tétine, j'ai envie de dire, ça dépend du bébé. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'au-delà de 2 ans, que ce soit l'un ou l'autre, eh ben, ça va être très délétère sur le plan orthodontique. Donc, progressivement, parce qu'on peut pas non plus demander au bébé, de plus du tout en avoir besoin, il va falloir que, le bébé apprenne à trouver des moyens pour se rassurer, pour se détendre, pour s'endormir, qui vont être différents de cette succion. Donc, ça peut être plein de choses. Ça peut être un doudou, ça peut être une berceuse, ça peut être plein de choses. Mais du coup, c'est à partir de 2 ans, vraiment, c'est très contre-indiqué. Il y a des questions aussi. Donc, quand on détecte un trouble de l'oralité, chez qui on envoie? Quels sont les praticiens qui seraient formés ou qui se forment? Alors, tu vas me dire, il y en a beaucoup, hein, mais voilà. Déjà, j'ai envie de dire, on en envoie un pédiatre parce que du coup, c'est vrai que parfois, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose d'isolé, mais en fait, les difficultés alimentaires, le trouble de l'oralité, ça peut être le petit grain de sel qui vont être les prémices d'une pathologie plus générale. Donc déjà, j'ai envie de dire, c'est bien de pouvoir investiguer sur le plan médical. Et après, il y a des professionnels qui sont formés, qui du coup, sont très compétents dans ce champ-là. Ça va être en fonction aussi de l'origine des troubles, mine de rien. Parce que si ça s'intègre à une maladie génétique, et c'est vrai que du coup, dans mon introduction, je voulais le dire tout à l'heure, je l'ai un petit peu oublié, mais pour vous donner une idée, en fait, de la prévalence des troubles de l'oralité alimentaire, chez les bébés, on va dire sans difficulté particulière, c'est-à-dire dans une crèche, ça va être 25% des bébés qui seront confrontés un jour ou l'autre à des difficultés alimentaires. Chez les enfants qui présentent une maladie génétique, quand même, quand on dit maladie génétique, on pense un trouble du neurodéveloppement, un retard psychomoteur, il peut y avoir des soucis orthopédiques. On voit bien comment, en tant que kiné, en tant que psychomotricien, en tant qu'orthophoniste, on va être confronté à ce public-là. C'est 75%, c'est les 3/4 des bébés qui naissent avec une pathologie génétique qui vont développer au cours de leur parcours des difficultés alimentaires, soit en période néonatale avec l'oralité primaire, soit après, plus l'oralité secondaire, la diversification, etc. Donc, j'ai envie de dire, ça dépend aussi de la cause et des professionnels qui sont formés à ça. On peut trouver des kinés, parce que du coup, toute l'approche maxillofaciale et tout ça, bien sûr, ils ont toute une part de compétences dans ce champ-là. Il y a également les psychomotriciennes, les ergothérapeutes, plus aussi pour le versant sensoriel, parce que du coup, c'est très en lien avec tous les sens. Et il y a les orthophonistes et les psychologues. Gaëlle, tout le monde, enfin les psychomotes et les ergothérapeutes, je parle pas des kinés parce que c'est évident qu'ils ne sont pas forcément formés. Hein. En revanche, les psychomotes et les ergothérapeutes sont obligatoirement formés à cet univers sensoriel, neurosensoriel de l'enfant. Alors, dans leur formation initiale, ils ont quelques options sur ça. Après, c'est vrai que c'est pas forcément tous les psychomotriciens, tous les ergothérapeutes. Mais l'approche sensorielle, surtout dans la partie oralité secondaire, est de plus en plus développée auprès de ces professionnels-là. Alors Gaël, on pourrait rester encore 3 jours, mais c'est le cas de ta formation. Juste, on va prendre les 2 dernières questions, si tu le veux bien, parce que ça fait quand même presque 50 minutes que tu nous passionnes. La première question, c'est qui a été donnée par Lucie et par d'autres, c'est de divertir le bébé pendant qu'il mange pour éviter l'endormissement, etc. C'est plutôt bien, c'est plutôt pas bien. Il vaut mieux garder un univers calme et serein. Je parle pas de hard rock évidemment, mais de petites sollicitations musicales ou bien des petits bruits ou des sollicitations verbales. Bien ou pas bien? Tant que ça part de la personne qui donne à manger,
c'est-à-dire lui parler, lui chanter des chansons, le stimuler avec des petits massages sur les pieds, voilà. Pourquoi pas? Et même, c'est bien parce que ça renforce, ça fait un rappel interactif. Donc, le bébé va être captivé par ça, par cette interaction, il va rester vigilant. Oui. Mettre un téléphone portable, mettre un écran, mettre des jeux qui tournent autour, non. Parce qu'en fait, certes, ça va les faire décrocher. Et donc, possiblement, transitoirement, ils vont boire un peu plus à ce moment-là. Mais il faut avoir la perspective de après, quand on va faire les diversifications alimentaires, il faudra que ce même bébé soit acteur. Pardon, acteur de son oralité, ouvrir la bouche, découvrir les aliments. S'il est habitué à être passif, il restera passif. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on cherche. Ça c'est très important. Dernière question. Sylvie, que penser des bébés qui ont besoin constamment de téter, pas forcément pour s'alimenter, pour détendre? Alors effectivement, tous les thérapeutes, on a vu les bébés, ils sont très très agités, hop, on met la totote, hop là, ça il est calme. On met le petit doigt, hop, il s'endort. C'est quoi? C'est un signe qu'il faut écouter, c'est signe d'une dysfonction, d'une pathologie particulière, c'est un signe d'alerte ou pas? Ben, c'est vrai que c'est très dépendant de l'âge aussi. Comme je disais tout à l'heure. 14 ans comme ma fille, à chaque fois qu'on lui met la tétine, ça marche bien. Faut se poser des questions. Ah, c'est une autre question. Mais c'est vrai que le bébé, en fait, à la naissance, tout petit, il a ce besoin de téter pour se rassurer, se regrouper. Après, une fois qu'il grandit, ce regroupement, cet enroulement du bassin, il va pouvoir le retrouver différemment. Et donc, il faut voir si le fait de lui mettre, par exemple, une gigoteuse très ajustée à sa taille qui va du coup bien le contenir, est-ce que simplement le fait de le porter, de regrouper ses mains, est-ce que tout ces prothèses de rassemblement vont suffire à l'apaiser ou est-ce qu'il va encore avoir besoin de succion? Après, c'est vrai que c'est normal que les bébés aient besoin de téter pour se détendre et se rassurer. Ce qu'il faut, c'est, quand ils grandissent, leur apprendre que ce besoin archaïque de succion, ils peuvent le retrouver pour l'endormissement quand ils sont au lit. Et donc, la maison de la tétine, c'est le lit. Parce que c'est vrai ou le pouce dans la bouche, parce qu'on peut faire la même éducation pour les bébés qui têtent le pouce finalement. C'est leur dire que c'est un moyen pour eux de se détendre et de s'endormir, mais qu'il faut que ça reste dans ce lieu-là. C'est très difficile parce que, surtout quand ils têtent le pouce, ils l'ont sous la main, c'est le cas de le dire. Voilà. Mais du coup, c'est important de leur montrer que leur bouche, ils peuvent l'investir de manière plus organisée, plus communicationnelle. Et donc, aller plus vers, l'expression, la verbalisation. Et c'est vrai que s'ils ont constamment une tétine ou un pouce dans la bouche, au-delà des déformations qu'on va pouvoir observer, il va y avoir des retards de parole. Donc, c'est vrai que c'est important d'être vigilant à ça, quand ils grandissent. Ouais. Alors effectivement, il y a tout un univers aussi à envisager. Kathleen fait une remarque. Attention, Gérard Lopez dit que c'est un viol, au sens de viol, véritablement, dans son MOOC maltraitance. Il faut laisser l'enfant prendre la tétine et hop dans la bouche pour que ce soit l'enfant qui décide et non le parent qui dit arrête de pleurer, stop, bouchon. D'un autre côté, pour que le bébé puisse prendre la tétine, il faut quand même qu'il ait un certain âge avant de pouvoir décider. Nous sommes d'accord qu'avant, l'orientation de la tétine peut soulager pas mal de tensions mais c'est sans jugement de valeur. C'est vrai que la succion est quand même un moteur et comme disait Sandrine, il y a aussi les ostéos spécialisés en pédiatrie. La tétine, c'est aussi un moment qui permet d'apaiser certaines tensions. Voilà. Et la chose pour faire le lien avec la mise en bouche de cette tétine non nutritive, c'est que ce qui est possible de montrer aux parents, c'est que la tétine, on peut la mettre différemment et pas pouf de face. On peut, comme tout à l'heure, comme on a fait le réflexe de fouissement, proposer au bébé la tétine en latéral et le bébé la prend s'il s'oriente et s'il ouvre la bouche. Et là déjà, ça montre certaines coopérations et une recherche de sa part. Et donc ça, c'est toujours mieux.
Super, magnifique. Alors évidemment, il y a encore plein d'autres questions, il y a plein d'autres thématiques qu'on pourrait envisager, mais là, on est déjà arrivé à 54 minutes, alors que normalement, nous avons un modèle de 30 minutes, mais on le savait. Bernard, je te laisse tranquillement clore ce webinaire. Oui, bah, déjà, merci Gaël hein, pour cette intervention vraiment, vraiment intéressante, passionnante, comme d'habitude. Je veux aussi remercier quand même nos internautes, là, notamment, notamment Bérangère, Lucie aussi, et puis Kaina, qui ont répondu de façon très pertinente aux différentes questions qui étaient posées. Emeline sur les ergothérapeutes aussi. Emeline aussi, plein de personnes, je peux pas remercier tout le monde, hein, je suis désolé. Mais voilà, donc merci beaucoup à vous. Sachez qu'on se retrouve jeudi 23, avec un nouveau thème. On arrête un petit peu les bébés pour repartir sur la femme, avec yoga et cancer du sein. Donc, je vous ai mis aussi en haut du chat le replay que vous pouvez retrouver sur le site Wookiner, tous les webinaires que l'on a fait. Donc voilà, je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée. J'espère vous revoir dès jeudi. Merci Gaël pour cette intervention passionnante. Super. Merci Fred. Merci Bernard, merci Gaël, c'était top. On vous remercie à tous et on se retrouve jeudi pour de nouvelles aventures un petit peu différentes, mais tout aussi passionnantes. On va couper tranquillement ce webinaire. On vous souhaite bonne santé. À bientôt. Au revoir. Au revoir.